Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Fighter Club. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 325 avec le retour, le premier combat de 2026 de Benoît Saint-Denis qui a été très actif l'année passée et qui va, on l'espère, encore nous régaler. Le pilier du RMC Fighter Club est donc avec moi. Comment tu vas ? D'avoir encore un combat de Benoît Saint-Denis prévu en quoi en 10 mois, c'est la troisième fois qu'on se retrouve à le faire. Ouais. Donc c'est super bien, c'est un combattant actif, c'est un combattant star et il va pousser tout le monde vers le haut, donc content de voir ça. Ouais, premier français qui sera dans la cage de l'UFC pour cette nouvelle année et on est très heureux, on espère de commencer en feu d'artifice. Ce sera contre Dan Hooker, un autre très gros, très spectaculaire, donc on espère que le spectacle sera au rendez-vous. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode du RMC Fighter Club. Baba, premier français donc de 2026 à combattre, deuxième événement UFC de l'année. Cette fois-ci, on va à Sydney. On va en Australie, on n'est pas loin de chez Dan Hooker parce que lui est néo-zélandais et donc forcément il sera un petit peu à domicile. On verra si justement la marque Benoît Saint-Denis fonctionne aussi ailleurs qu'aux États-Unis, ailleurs qu'en Europe. On verra un petit peu l'impact qu'il peut avoir sur les fans, sur le public. Ce deuxième numéroté de l'année, on aura aussi Volkanovski qui va défendre sa ceinture contre Lopez. On aura aussi des locaux de l'étape, des Tai Tuivasa, on aura des Junior Tafa. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'ensemble de la carte ? moi déjà, sur le combat principal, Volkanovski contre Lopez, on l'a déjà vu. Je sais pas si c'était le meilleur combat à faire dans cette catégorie. Voilà, tu dis non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, quand je regarde, ce qui va me chauffer sur l'ensemble de la carte, c'est Dan Hooker contre Benoît Saint-Denis. Malgré tout, tu auras des choses à dire. Fiziev contre Marouane Sirofi, j'ai très envie de le voir. Et puis, je suis content qu'il y ait Kylian Salkid qui est là, qui est en ouverture de carte principale. S'il n'y a pas de changement, carte principale, carte préliminaire. Mais tout n'est pas magnifique sur le papier, mais il y a quand même 2-3 centres d'intérêt qui vont être super intéressants. Ouais, non, c'est une carte quand même, c'est une main card en tout cas relativement intéressante. Il y a les oppositions sont bien. Ça, c'est cool, tu vois. Les oppositions, normalement, devraient produire quelque chose de très regardable et de très bon pour nous les fans, donc c'est tant mieux. Maintenant, nous, on n'est pas juste des fans, Charles, on analyse les choses un peu plus en profondeur, donc on est obligé de dire aussi certaines choses qui déplaisent. Quand ils avaient annoncé ces combats pour le début d'année, ces deux numérotés d'affilée, il y avait quand même un petit peu de déception sur le fait que à la fois la ceinture intérimaire qui s'est disputée donc la semaine dernière, c'était peut-être pas les deux gars qui devaient la disputer, et là Volkanovski, même lui, il était extrêmement surpris qu'on lui oppose à nouveau Diego Lopez quand t'as un Movsar Evloev ou t'as un Liron Murphy qui avait fait plus que le job pour obtenir cette chance pour la ceinture. Donc c'est un très bon combat et Diego Lopez c'est un favori des fans. On va s'amuser, on va se régaler. Attention, c'est pas Baba qui est en train de dire je suis pas content, c'est juste que malheureusement c'est un peu dommage pour les deux gars qui auraient dû avoir une chance pour le titre. Ces premières cartes de Paramount, c'est vrai que quand on attendait, on se disait attends, ce qu'ils vont envoyer pour la première, ça va être un truc de fou furieux à tous les étages. On aura des combats qui vont se rapprocher de title shot, de quelque chose comme ça. Finalement, il devait y avoir un title shot Kyle Harrison contre Amanda Nunes, il a sauté, donc il n'y a eu qu'une ceinture intérimaire qui a été mise en jeu à l'UFC 324. Là, c'est une ceinture entre deux mecs qui se sont déjà affrontés il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, c'est pas une rivalité qui date depuis 6 ans, où les mecs se retrouvent 6 ans après, il y a quelque chose où tu dis qu'est-ce que ça. Là, on va revoir certainement les mêmes combattants qu'on a vus sur le premier fight entre Volkanovski et Lopez, et c'est peut-être ça qui donne pas forcément le sel à ce combat qu'on aimerait avoir. Toujours est-il que le co-main event, c'est Dan Hooker contre Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis qui a fait une année 2025 de fou, après une année 2024 cauchemardesque pour lui. Pour moi, l'enjeu, Baba, ça va être de se dire, est-ce que... C'est là qu'on va enfin comprendre si l'année 2024 il en aura tiré profit jusqu'au bout, Benoît Saint-Denis, je trouve, tu vois, parce que c'est ce qu'il dit. Il y a eu 3 grosses victoires, notamment la dernière contre Beneil Dariush, c'était à New York en novembre. Il a recombattu assez vite parce qu'il n'avait pas été abîmé, 13 secondes pour ce KO contre Dariush, et donc forcément c'est aussi normal de la part d'un combattant. Il dit moi de l'année 2024, les défaites contre Poirier, Moïcano, elles m'ont servi à avancer, à comprendre certaines choses me concernant. Là, il va avoir un mec qui est 6e de sa catégorie, il va avoir un test grandeur nature, ce sera
en plus de ça, devant le public de Dan Hooker. Pour moi, on va comprendre beaucoup de choses de Benoît Saint-Denis sur ce combat. Je sais pas si tu penses la même chose un peu sur le côté mental, sur le côté posture. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est la reconstruction, elle passe par ensuite des étapes de validation. Après une année, comme tu l'as dit, un cauchemardesque. Il a fait une année 2025 exceptionnelle, tout l'inverse justement de l'année d'avant, qui lui permet d'être dans très bonne position aujourd'hui à la fois en tant que numéro 8 du classement, donc il est très bien positionné. Et puis surtout, aux yeux des fans et de l'organisation, je pense qu'on est tous en mode, ok, on te regarde maintenant. Tu t'es réhissé au niveau auquel on t'attendait, on te donne une étape importante et on va voir à quel point tu as progressé sur les termes au niveau mental, tout comme en tant que combattant, en tant qu'évolution, comment tu vas appréhender un gars comme Dan Hooker. Donc ouais, je suis content qu'il en soit là. Je suis content qu'on ait, avec sa team, ils aient respecté un certain cheminement en termes d'étapes, qu'on n'ait pas cherché à le pousser encore outre mesure. On fait attention, on prend les mecs, on respecte tout le monde. On a battu Benil Dariush, c'est bien. On n'a pas demandé le numéro 1 du classement. On continue à évoluer doucement, lentement, mais sûrement. Et voilà, pressé de voir ce que ça va donner sur cette semaine-là entière déjà, avec Yacine Zaouini qui va nous la faire suivre. Il y a Hugo Pérez qui a fait un job exceptionnel la semaine dernière à Vegas. On attend Yacine aussi cette semaine qui va nous suivre le compte RMC Sport Combat sur Instagram, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur cette Fight Week et pressé de voir dans quel état d'esprit il aborde ça en fait. Ouais, le long déplacement là, pour aller à Sydney, je crois qu'il a le premier vol, il était 16h, je crois, pour Yass, c'est ça, 16 heures d'un coup, ça doit faire mal. D'ailleurs, il y a aussi Pierre-Henri Cacherin, qui est un journaliste reporter d'images qui est aussi là-bas avec sa caméra, donc ils vont nous proposer ensemble beaucoup de contenu, donc soyez bien attentifs. Et d'ailleurs, il y a des émissions spéciales aussi toute la semaine pour les pesées, pour les conférences de presse. Et évidemment, dans la nuit de samedi à dimanche, tu seras en plateau, Baba ? Ouais, exactement. On a pas mal d'émissions, notamment le matin, donc on va vous communiquer tout ça, mais ouais, soyez avec nous. Nous aussi, on va être jet lag cette semaine, entre le matin et puis finalement on travaille quand même la nuit sur cette nuit de samedi à dimanche. Exact. Ça va être très, très spectaculaire aussi pour nous. Benoît Saint-Denis qui va donc être co-main event de cette. C'est une grosse responsabilité quand même, un co-main event de cette UFC numéroté. Ça lui a pas réussi jusqu'à maintenant parce que le premier co-main event c'était contre Poirier à Miami. Et lorsqu'il a été main event, c'était justement contre Moïcano, donc cette année 2024 où il a perdu ses deux combats. C'est quelque chose qui joue dans la préparation de son combat, tu crois, d'être comme main event ? Moi, je l'ai entendu en parler dans un podcast qu'il a fait récemment qui s'appelle Génération Do It Yourself. Il est un petit peu sorti des podcasts spécialisés combat. Il a parlé un peu plus généralement. C'est bien, je trouve, parce qu'il explique aussi des trucs très basiques sur la construction des cartes, sur comment est fait l'UFC, sur le côté spectaculaire. Il parle justement de ces co-main events qui ont une importance particulière parce que c'est très exposé, qu'il y a beaucoup d'attentes. Tu crois qu'il y pense beaucoup, ça, ou Benoît Saint-Denis, ça y est, il a appris à faire fi de ce genre de pression-là ? Je pense que c'est les deux. Je pense que moi, de ce que je perçois de lui, la réponse, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il connaît parfaitement l'importance d'être positionné à ce niveau-là de la carte, mais c'est un combattant maintenant expérimenté et qui a vu ce que ça faisait de vivre une Fight Week dans cette position-là, d'avoir une défaite dans cette position-là aussi. C'est pas comme s'il découvrait. Maintenant, c'est un combattant chevronné qui connaît ces choses-là, qui a su rebondir de ces défaites-là et de ces semaines-là. Donc, la pression va très bien la gérer maintenant. Parce que pour lui, c'est un combattant qui est main card fighter au minimum et qui est co-main ou main. Donc, c'est ce genre de combattant important. La pression qui va avec, il a su apprendre à la gérer. Dans le dur, en plus. Donc c'est encore mieux, tu vois, quelque part, parce que tu as vu ce que ça faisait quand tu perdais en tant que combattant avec ce statut-là. Et maintenant, il va aller chercher une victoire pour justement montrer à quel point il a appris de ses expériences. Quand je l'entends parler aussi de son style, parce que dans ce fameux podcast, Mathieu Stéphanie lui demande écoute, toi, t'es pas trop. Il le compare à Conor McGregor aussi pour faire grand public, parce que ça parle à tout le monde. Mais moi, ce que je retiens aussi de Benoît Saint-Denis, c'est que je pense je pense que ça fait aussi un moment, mais c'est un combattant action fighter, c'est un combattant qui fait le spectacle et ça lui permet de s'enlever un petit peu de pression sur tout ce qui est hors cage, sur les obligations médiatiques, sur être obligé de trash talk ou faire. En fait, il n'a pas besoin de ça parce que ce qu'il fait dans la cage suffit largement et c'est exactement ce que veut l'UFC. Et je pense que ça aussi, ça lui permet de décharger une certaine pression en me disant je suis obligé de répondre aux obligations médiatiques. Je le fais parce que c'est un mec qui parle bien, c'est un mec qui développe beaucoup ses idées et ça, je pense qu'il aime le faire. Mais il en fait pas trop. Non. Mais ça lui permet de s'enlever un peu de pression. Il n'a pas besoin. Il y a quelque chose qui se dégage de lui quand même. BSD, quand tu le vois, ses adversaires, ils l'ont pas trash talk pour une raison. Il y a aucun de ses adversaires à l'UFC qui est arrivé dans la Fight Week en mode je vais mal parler, je vais le trash talk, etc. Ils sont tous arrivés en mode respect, ok, c'est cool. Il y a de la tension parce qu'il amène cette intensité-là aussi, BSD, qui fait que lui, il n'a pas spécialement besoin d'aller parler, de faire des choses. Non, tu vois même que
c'est un professionnel, donc il se plie aux obligations médiatiques, mais tu vois bien que c'est pas non plus sa cam, quoi, tu vois, on va pas se mentir. C'est pas un mec qui aime bien faire tout ça. Lui, il aime combattre en fait. Et... Je pense qu'il aime parler de manière posée. Ouais, voilà. C'est prendre son temps, tu vois, le côté... pardon, comme le font Yacine et Hugo, tu vois, le côté ils enchaînent les différentes interviews, faut faire des punch. Ça, je pense qu'il aime moins faire ça. C'est un exercice qui lui plaît moins. Ouais. On est d'accord. Mais je pense que voilà, et d'ailleurs, ce serait un plaisir qu'on puisse le recevoir dans le RMC Fighter Club pour discuter de plein de choses. Mais je pense que c'est des formats qu'il aime un petit peu plus, de pouvoir développer ses idées, de pouvoir appuyer là-dessus. Il va affronter donc Dan Hooker. C'est marrant parce que c'est un peu le combat. Dont on parlait depuis des années, ensemble. Mais en fait, dans cette KT, si tu prends les deux mecs qui sont le plus tête brûlée, tu prends Dan Hooker et tu prends Benoît Saint-Denis. Ouais, clairement. Ça y est, le combat arrive. Enfin, est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Est-ce que tu aurais quand même préféré le voir il y a 2 ans? Ou alors, est-ce que tu préfères le voir maintenant? De mon côté, je préfère le voir maintenant parce que, pour tout ce qu'on a dit de Benoît, parce que ça y est, c'est un combattant qui a gagné en expérience, qui est sur un win streak contre des mecs hyper crédibles et qui ont été notamment pour Dariush classés, et je pense que c'est le bon moment pour Benoît et que ce que fait Dan Hooker, c'est pas forcément redescendu, donc je pense que le timing est bon. Ouais, moi je pense que tu as raison, c'est le bon timing. Si on l'avait eu avant, ça aurait été bien. Maintenant, il arrive au bon moment pour plein de raisons, pour les raisons que tu évoques. Non, je suis content que le combat se fasse. Pour moi, c'était mon choix numéro 1 à faire, comme combat à faire après sa victoire contre Dariush. Donc je suis très content que ce combat-là se soit fait parce que je trouve que c'est vraiment la bonne décision. C'est le bon combat au bon moment quand on se met du point de vue de BSD. Dan Hooker, il doit protéger sa place. Donc ça en fait un combattant dangereux. Ça en fait un combattant compliqué et qui en plus à domicile. Donc tout est parfait pour BSD. C'est comme si tu repassais un autre examen en fait. Tu vois. T'as raté ton permis, tu reprends des heures de conduite, ça fonctionne, bah ok, tu repasses ton permis, maintenant on va voir si t'es prêt, quoi. Tu l'as raté combien de fois le permis, toi? Une fois. Ah, une fois. Ouais. Et deuxième fois non, je l'ai eu direct, ouais. Et puis je tiens à dire que on me l'a pas donné parce qu'on voulait pas me le donner parce que j'avais que 18 ans et qu'ils estimaient que c'était trop tôt. Non. Donc on m'a inventé les contrôles. On m'a dit tu fais passer de contrôle. Ouais. Parce que t'as vécu. Ah ouais, d'accord. Il y avait un truc qui tournait à l'époque. C'est que t'as grandi en région parisienne parce qu'un mec qui habite à la campagne à 18 ans, ils sont contents de le donner aux petits jeunes qui nous, peuvent pas. En Seine-Saint-Denis, non, ils voulaient pas, non. En tout cas, cet examen du permis de conduire, il va donc le passer face à Dan Hooker. Est-ce que quand tu regardes les adversaires qu'il a déjà combattus, ce serait qui que tu peux le plus rapprocher de Dan Hooker dans le style? Quel combat devrait, par rapport à ce qu'a fait Benoît Saint-Denis dans le passé, pourrait le plus ressembler à ce que va proposer Hooker? Dans l'approche mentale et dans l'approche tu combats un mec un peu fou, pour moi, Dariush, le combat d'avant. Dariush, c'était pareil. On disait, la BSD, il combat un mec qui est un petit peu foufou, qui a jamais peur de répondre à la guerre, tu vois. Et là, en plus de ça, pour la première fois, tu vois un combattant qui trash talk BSD, qui parle mal de lui, tu vois. Donc non seulement dans la cage, il est un peu ouf, et puis en plus, il a bien compris qu'il fallait qu'il rentre dans la tête de BSD, ou qu'il fallait qu'il essaye, en tout cas, pour le faire dérailler, parce que je pense qu'il comprend très bien et qu'en face, il a un espèce d'assassin qui est froid. Ouais. Qui s'en fout un petit peu en fait du théâtre. Bon courage pour rentrer dans la tête de BSD, je pense. Je pense qu'il faut se lever tôt. Parce qu'en plus il y a Tsaroukian aussi qui a commencé à trash talk un peu. Mais lui il parle mal de tout le monde. Donc il parle mal de tout le monde, mais bon, c'est toujours bon signe hein, quand il y a un mec qui est aussi bien classé et qui parle de toi alors que t'es 8. Tu vois, c'est qu'il te voit venir quand même. Tu les déranges. Il te voit arriver. Tu les déranges. Tu regardes les mecs, tu regardes qui tu vas pouvoir combattre, et tu dis bon lui quand même. Mais en plus c'est via des petits passages de témoins comme ça médiatiques que des combats peuvent se monter. Hein. Parce que là, encore une fois, Tsaroukian qui est à la cave, BSD qui fait une performance de malade mental, va que dans les mois qui viennent, ça continue finalement. En fait, Benoît joue un peu le jeu du trash talk, Tsaroukian lui répond, et un combat peut se monter comme ça. En fait, Benoît, si tu veux, il trash talk pas, mais il parle des gars. En fait, lui, il a dit après sa dernière victoire, donnez-moi Tsaroukian, personne ne veut le combattre, moi je le prends. Ouais. J'ai aucun problème à prendre ce gars-là. Tsaroukian, oui, son ego, il est touché. Comment ça, t'as pas peur de moi, toi? Tu vois? Ah bon, t'as pas peur? Je vais parler mal de toi, puisque c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, ces choses-là. Et BSD, il trash talk, pardon, entre guillemets, à sa manière, en disant aux gars, moi, j'ai pas peur de toi. Moi, j'affronte tout le monde dans la catégorie. Je vais gagner, je vais perdre, on s'en fout. En tout cas, j'ai pas peur. Ouais, c'est clair. En tout cas, Dan Hooker, ça va être un client très spectaculaire. Tu t'attends à voir quel style de combat, du coup? Tu as dit que ce qui pouvait. Alors, tu as dit dans l'approche d'ailleurs du combat, c'était plus Dariush. Dans le contenu, qu'est-ce que tu pensais à quel combat qui pourrait le plus s'en rapprocher? Dans la préparation du combat, il va préparer de la même. Je pense qu'ils vont le préparer de la même manière que Roufi. Ils vont chercher à utiliser le sol de Benoît, qui est élite dans cette catégorie, qui est bien au-dessus de la plupart des combattants de la KT. Et je pense
À chaque fois que je dis je pense, ça veut dire que j'espère que l'approche ce sera celle-là. Ouais. Notez-le vous qui nous suivez. L'approche pour moi c'est celle-ci, oui. Dan Hooker c'est un très bon combattant debout, attention, faut pas le sous-estimer, il est très fort, il a de très bons coups de genoux notamment, et un striking compétent, il sait faire la guerre. Par contre, au sol il y a des lacunes. Ouais. Il y a des lacunes dans la lutte, dans le sol il y a des lacunes, Tsarukyan l'a montré, et BSD est tout à fait capable de faire ce que Tsarukyan a fait. Ouais, Dan Hooker, 2 défaites par soumission dans sa carrière à l'UFC, et c'est un mec qui a gagné mais qui perd aussi quand même pas mal, hein. 14 victoires, 9 défaites seulement à l'UFC. Donc normalement il devrait avoir la voie pour, en tout cas le chemin il doit le connaître pour aller embêter Dan Hooker. Et c'est vrai que d'utiliser au maximum son grappling, son sol, c'est ça qui devrait payer. Tu penses qu'il va entamer le combat de cette manière-là, ou alors est-ce que quand même un peu comme face à Dariush, il va commencer à striker, ça pourrait aller très vite ou pas, mais parce que le problème, c'est que malgré tout, contre Dariush, il y allait en disant je vais accepter de prendre un coup pour en remettre un. Ouais. Non, il frappe. De toute façon, BSD, c'est un striker en tout cas, dans ses débuts de combat, il strike avec tout le monde. Il s'empêchera jamais de le faire, je pense. Et contre Rufi, il a striké aussi. D'ailleurs, il y a un high kick qui touche et qui peut mettre KO Rufi s'il engage un peu plus. S'il y croit en vrai, au fait qu'il peut toucher Rufi à ce moment-là, peut-être qu'il le met KO sur le high kick, tu vois. Donc, non, BSD, il va striker simplement. Je pense qu'il va le faire comme avec Rufi. Il va essayer de le mettre sur le reculoir le plus possible, faire reculer Dan Hooker. Et dès l'instant où il arrive à l'avoir dos contre la cage, hop, il va plonger, il va le mettre au sol et là, il va lui faire la misère. On disait que là, ce combat pouvait donner des confirmations sur ce qu'on a déjà vu, que ça pouvait être un combat justement par rapport à 2024, cette renaissance en 2025. Tu as déjà vu combat après combat, donc Prepolek, puis Rufi, puis Dariush. On a eu l'occasion déjà d'en parler dans le Fighter Club, mais tu as senti une vraie différence combat après combat. On rappelle que c'est le début de la collaboration avec Nicolas Haute. En plus de ça, Nicolas Haute qui encadre aussi Nassourdine Imavov, entre autres. Donc il y a une sorte d'atmosphère, d'énergie qui se dégage de cette team maintenant. Tu as quand même senti la progression constante entre Prepolek, Rufi et Dariush, sachant que c'est monté aussi en gamme au niveau des adversaires. Ouais, vraiment. Après, Dariush, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a 17 secondes, je crois, c'est ça. Il n'y a pas grand chose à lire. Mais bon, il le met KO. C'est 16, j'ai dit 13 tout à l'heure, mais je crois que c'est 16 apparemment. Donc il le met KO assez rapidement. Donc ça, sur les frappes, on sait que BSD est capable de le faire. Non, moi, c'est son combat contre Rufi qui me suffit à me dire que tout a changé en termes d'approche du combat, la mentalité, la capacité à vraiment mettre en place un game plan et l'exécuter à la perfection. Puis c'est le combat le plus complet, il aura montré le plus d'armes. Exactement, c'est ce combat-là qui me fait dire BSD, il l'a compris, et puis surtout, il croit en ce que Nicolas Haute veut lui montrer. En termes de combat, en termes de style à produire, et il est capable de reproduire une performance comme ça contre Dan Hooker. Donc l'évolution, elle est là, elle est claire, elle est réelle, et c'est un combattant dangereux. Hooker, il était sur 3 victoires d'affilée avant sa défaite récente contre Tsarukyan. Il avait battu Gamrot, Turner et Puelles. Donc il était quand même sur une belle série. Turner et puis surtout Gamrot qu'il avait réussi à battre. C'est le combat contre Tsarukyan, il le perd par une soumission. Est-ce que c'est le genre de combat dont Benoît doit s'inspirer? Est-ce que la tactique qu'a mis Tsarukyan en place contre Hooker doit être la même que Benoît doit mettre contre Hooker? C'est celle qui fonctionne? En tout cas, sensiblement. En tout cas, oui, il faut suivre la thématique, c'est ça. Ça va être d'essayer d'amener Hooker au sol, de le maintenir au sol et de lui faire des dégâts ou essayer de le soumettre. C'est pas le même lutteur que Tsarukyan est, BSD. Donc la manière sera probablement différente de l'amener au sol. Mais la philosophie, oui, ça doit être celle-ci, je crois. Maintenant, il faudra faire attention parce que Gamrot, c'est un excellent lutteur et il n'a pas réussi à ramener Dan Hooker suffisamment régulièrement au sol et à le maintenir pour pouvoir gagner. Donc Dan Hooker, il est capable de défendre des amenés au sol. Il l'a fait aussi dans la première reprise, notamment contre Tsarukyan. Donc c'est un combattant qui est capable défensivement de le faire. Et il doit savoir aussi que BSD va essayer de l'amener au sol. Mais un Benoît Saint-Denis, c'est un combattant qui aime bien créer un peu le chaos dans la cage. Donc c'est peut-être par là qu'il va pouvoir l'amener au sol aussi. Est-ce que le truc à privilégier du coup pour mêler ces deux forces, ce serait pas de l'amener au sol par du striking? Ouais, moi je pense qu'il est capable d'échanger avec Dan Hooker debout. C'est juste que, attention, il est dangereux, Hooker. Il est dangereux, il n'est pas encore fini. Il frappe et c'est un chien, tu vois. Il peut encaisser des frappes, il peut aller au bout, enfin voilà, il lâche pas l'affaire. Il est compliqué comme combattant, Dan Hooker aussi. Même si ça gagne, ça perd, on va pas en faire le combattant d'élite qu'il n'est pas. Mais il est dans le top 10 pour une raison. C'est parce qu'il a battu les combattants qu'il fallait battre. Maintenant, BSD, c'est pas un lutteur à la Khabib, à la Islam Makhachev, à la Tsarukyan. C'est un combattant opportuniste quand ça va au sol, mais
C'est un combattant qui réussit ses takedowns, surtout quand il arrive à mettre ses combattants contre la cage. C'est un très bon clincher aussi, Benoît. Et moi, je vois un bon chemin de victoire comme ça, dans le clinch. Se rapprochant, utilisant ses genoux, ses coudes, et ensuite essayant d'amener le combat au sol. Moi, je crois que BSD il est capable de faire une performance comme celle-ci. Ouais. Et puis, quand dans la boîte, comme ça, il va arriver un peu en confiance, parce que ce qui s'est passé contre Dariush, encore une fois, allez le voir au ralenti. En le voyant en vitesse réelle, c'est 16 secondes. Si tu le vois au ralenti, du coup, ça va t'en prendre 30. mais tout, en fait, tu vois à quel point tout est travaillé. Ouais. C'est-à-dire il a un petit passage au sol, mais en se relevant, il a le temps de remettre ses appuis, tout de suite de placer ce crochet. Tout est travaillé et tout est fait avec beaucoup de conscience. Et ça, c'est aussi son camp qui l'aide à faire ça. Rodrigo Alamos qui l'aide dans ce domaine-là. Il a tourné beaucoup avec les frères Bouganem aussi. Ouais, donc c'est ce qui l'aide aussi dans tout ce qui est Muay Thai, dans tout ce qui est corps à corps, dans tout ce qui est clinch, à être aussi efficient. Ouais, vraiment. Encore une fois, il met les bons éléments de son côté. On lui a apporté les outils adéquats. Il y a eu une analyse avec Nicolas Haute et puis derrière, ils ont choisi le bon entourage pour pouvoir le faire progresser. Rodrigo Alamos, c'est un des meilleurs coachs de l'histoire de ce pays en Muay Thai. Donc l'apport, en plus, il a réussi, Rodrigo, à lui aussi à faire une bonne transition pour le MMA justement. Donc il leur apporte des armes qui sont adaptables pour le MMA. C'est pas juste du Muay Thai pour faire du Muay Thai. Ouais. Il leur apporte des choses efficaces. Clincher en ayant conscience que ton gars peut t'amener au sol, c'est pas la même chose que clincher avec un gars où tu sais que tu vas rester debout et que tu n'auras pas de problème. Et ça pour le coup, toi qui viens aussi du monde du pied-point, tu as vu que dans l'adaptation, Rodrigo lui avait amené beaucoup de choses là-dessus. Ah, complètement. Tu sens que c'est différent dans le passage des mains, des bras, de récupérer les prises suffisamment correctes, de contrôler ton adversaire avec une main, contrôler ses bras de l'autre pour pouvoir placer tes coups de genoux, tes coups de coude. C'est quelque chose qui est pas simple à faire. Est-ce que qu'il a bien appris à faire. La meilleure preuve, c'est justement cette phase contre Dariush. Est-ce que c'est l'un des exemples les plus parlants? Parce que forcément, si au Muay Thai, si jamais tu mets un genou au sol, tu vas pas reprendre aussi naturellement tout de suite. Voilà, donc il y a quand même tout un cheminement qui a été fait. Voilà, exactement. Moi, je pense que c'est ça. Maintenant, ceci dit, je vais le dire quand même, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir, je sais pas. Moi, je suis pas au fait de tout ça. C'est des choses qui avaient été initiées aussi par Daniel Voirin, faut pas l'oublier. Et c'est une évolution de Benoît. Il continue à s'améliorer dans ce domaine, mais c'est des choses qu'il savait déjà faire, qu'il avait déjà apprises et qu'il avait déjà bien apprises aussi. Effectivement, je pense que ce que lui a apporté Daniel Voirin, ça a été hyper bénéfique pour ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Il avait certainement besoin d'un changement et de canaliser toute cette fougue, parce que Daniel, c'est un mec qui est aussi hyper comme ça, hyper fougueux, hyper entier, hyper plein de vie, plein de choses. Mais du coup, il y a de la fougue que peut-être il faut contenir à certains moments. Il avait certainement besoin de ce changement et Nicolas Haute, avec cette team, lui a aussi appris à faire tout ça. C'est une évolution, voilà. C'est l'étape, c'est le cheminement de l'artiste martial en fin de compte. Et la base a lui été apportée. Il a une base suffisamment bonne et correcte pour que Rodrigo puisse ensuite continuer à travailler. Nicolas lui apporte d'autres choses. Il est en anglaise. Aussi, il a un coach qui est avec lui d'ailleurs, dont le nom m'échappe. Je suis vraiment désolé parce que c'est un très bon boxeur que j'aime beaucoup en plus. Un très bon coach. Donc je suis désolé que son nom m'échappe. Mais en tout cas, il est bien entouré aujourd'hui. Il y a le sol aussi qui est travaillé. Ça, pour le coup, c'est Savoca qui est avec lui depuis hyper longtemps. Donc il a voulu garder aussi une sorte de base, une sorte de structure qui bouge pas. Toujours dans le même podcast, parce que je l'ai écouté là avant de venir, donc je l'ai encore en tête. Mais il disait aussi, justement, la question lui était posée, est-ce qu'il y a des combats où l'apport de ton coach pendant le combat a été bénéfique? Tu vois, il réfléchit un petit peu à la réponse et il dit c'est pas vraiment, c'est plutôt travailler avant, ça se passe plutôt en avant-combat, mais par contre c'est vrai qu'au sol, et il parle de Christophe justement Savoca, il dit par contre les moments où je suis au sol, il y a certaines fois où ça me permet de réadapter un petit peu. Il me dit tiens, va plutôt vers la... Et ça, il arrive à entendre. Et tous les combattants ne le disent pas, ça, Baba, tu vois. Il y a des combattants qui disent moi, quand je suis en fight, je peux pas écouter, ça va, on me crie des trucs, etc., mais j'arrive pas à adapter tout de suite, à me rendre compte de ce qu'on dit, à le mettre en place tout de suite. Lui, Benoît Saint-Denis arrive et ça montre aussi une certaine froideur quand il est en combat. Ouais, et puis surtout, ça montre que leur relation, elle s'est bien nouée entre les deux. Pour moi, je vais pas te mentir, pour moi, c'est pas quelque chose qui est entendable de la part d'un combattant. Si tu me dis que t'entends pas ton coach, que tu l'écoutes pas, que vous avez pas cette relation qui fait que justement, coacher, c'est pas avoir une manette. Il y a plein de gens qui s'imaginent ça en fait. Envoie une droite, envoie une gauche, envoie un coup de genou. Et malheureusement, c'est des choses que j'entends. Ça me chagrine un peu, je vais pas mentir. Parce que le boulot, tu le fais en préparation. Derrière, ce sont des ajustements. Et le sol, c'est encore plus particulier. Donc effectivement, quand ton coach de sol, il va pouvoir te dire, là, tes hanches, elles sont pas du bon côté, mets ton poids de ce côté-là, attrape tel bras, attrape telle jambe pour le renverser, etc., etc. C'est hyper important parce que c'est des choses que tu vois pas. Islam Makhachev, c'est un combattant exceptionnel. Sa soumission de Dan Hooker, je vous invite à revoir le combat. Là, Khabib, il l'accompagne. Il sait déjà
que Islam veut faire ce qu'il va faire. C'est juste qu'il l'accompagne de la bonne manière. Je sais que tu veux faire ça, mets ton poids de l'autre côté, attrape-le comme ça. Comme ça, tu peux arriver plus rapidement au résultat. Donc, cette relation coach-combattant, elle est primordiale. Et Benoît Saint-Denis, il a compris avec Prépolek, je pense, en tout cas, l'apport que Nico peut avoir pour lui et comment ils vont construire justement cette relation tous les deux. Avec la team Khabib, tu parles de la team la plus froide du monde en même temps. Là, tu as vu l'image, il était Khabib allongé dans le vestiaire d'Oumar l'autre jour, il regardait un match de foot sur son iPhone pendant que ça se préparait, tranquille. Enfin, on est sur un détachement, une froideur. Et quand on arrive au moment de se battre, on se tape et puis on. Mais tout est calibré, quoi. Il y a Conor McGregor qui disait tout le temps quelque chose que j'avoue me parlait, il disait qu'il était très confiant dans sa préparation. Et c'est ça en fait. Si tu as fait le boulot en prépa, bien sûr que tu arrives confiant. C'est normal en fait. Parce que tu as fait tout ce que tu devais faire. Ensuite, le combat, c'est le combat. Tu perds, le mec il est plus fort que toi, il y a un fait de combat, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à dire. Mais par contre, si tu fais pas le taf en prépa, ah oui, bah c'est normal que ça enlève du stress. Si tu sais que tu as fait le camp parfait et que tu as bon, non, après, ça, moi l'autre jour, on voyait avec Laurent Duploué, on se disait, oh là là, il y a Khabib et Makhachev. Je me disais quand même, à la fois, c'est un apport, mais la pression que ça doit mettre quand tu as ces deux mecs. Ça met une pression. Ça met une grosse pression. Moi, je le voyais plutôt en mode pression. Pour avoir combattu avec probablement le meilleur combattant de l'histoire de ce pays en pied-point dans ton coin. Ouais. Danny Bill. Ouais. Il faut pas que je fasse n'importe quoi. Ça met une pression. Mais c'est même pas pour que je fasse n'importe quoi dans le combat, c'est que même le middle, quand je vais l'envoyer, j'ai un technicien avec toi. Tu le regardes, tu fais bien attention à ce que tu fais, comment tu l'envoies, tu veux produire quelque chose qui va rendre fier ce coach-là. Et là, le coin d'Oumar Nurmagomedov, tu te dis, déconne pas, quoi. Ça met une grosse pression. En tout cas. Ça a marché pour Oumar, mais bon, parfois, on sent comme il est moins. Peut-être que parfois, il y a moins de spectacle dans ce qu'il fait dans ses combats. Peut-être que ça rejaillit moins, mais puis qu'il a perdu récemment en plus. Donc voilà, on se dit toujours qu'est-ce que ça apporte. Mais bon, en tout cas, de son côté, la carrière est belle et forcément, l'apport de ses champions est bénéfique. À sa carrière, est-ce que tu as des choses à rajouter sur Benoît Saint-Denis, Baba? Est-ce que sur le combat, sur l'approche, sur ce que tu as vu ces derniers mois de Benoît Saint-Denis, qu'est-ce que tu sens, comment tu vois sa suite de carrière qui va passer par ce combat et qui va être déterminante, peut-être pour évoquer aussi l'après qu'on a évoqué dans le podcast précédent, parce que c'était lié aussi au combat de Gaethje Pimblet, au combat de Holloway contre Oliveira qui arrive, sur cet avant-combat et puis sur ce qui va se passer après, qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, moi je pense que y a toute l'évolution de Benoît, on l'a vu sur l'avant-combat, sur ce qui s'est passé ces dernières années. On sent un combattant qui arrive à son prime, qui arrive à son pic. J'espère qu'il va pouvoir montrer justement qu'il est à son prime, parce que derrière, il peut se passer que des bonnes choses pour lui. La catégorie, elle est en pleine évolution, chamboulement un petit peu, avec un combattant d'élite qui est mis à la cave, c'est Tsarukyan. Ça fait qu'il y a des opportunités à prendre, faut pas se mentir, et peut-être notamment une opportunité de l'affronter lui, parce que moi je pense que c'est le meilleur combattant en dehors du champion. Je pense qu'on est beaucoup à le penser. Et que voilà. Mais BSD, en cas de victoire contre Dan Hooker, il intègre le top 6, top 5. Et à partir de là, tu es éligible pour un combat pour le titre ou tu es éligible pour un combat notamment contre Tsarukyan. Tu saluais l'évolution logique dans ces derniers combats. Est-ce qu'aller prendre Tsarukyan, ce serait pas justement une évolution un peu trop pentue d'un coup? Ouais, moi j'ai peut-être un instinct de conservation un peu plus prononcé que les autres. C'est pour ça que je vois pas Paddy Pimblett. J'utilise l'expression comme un bon steak dans le film. Si j'étais Benoît Saint-Denis et sa team, moi je viserais ce combat-là, perso. Je viserais ce combat-là. Pas parce qu'il est facile, hein. Parce que tu peux continuer ton évolution. Combat parfait. Déjà, voilà. Et c'est un combat parfait. Et puis bon, voilà, il y a des fans à aller voler là. Et puis c'est France-Angleterre. Il y a un truc à faire qui est sympa là. Il ne se fera pas à Londres, hein, celui-là, par contre. Non, vu l'état de Paddy Pimblett, à mon avis, pour le mois de mars. Je crois qu'il va avoir besoin de récupérer un peu. Là, il est sous Doliprane. C'est dans 2 mois. Ouais, je pense qu'on commence par le Doliprane. Et puis, alors, on se parle. Et puis là, avec ouais. Mais pour te répondre, Charles, qu'est-ce que t'en penses, toi? Si demain l'UFC lui propose Tsarukyan à BSD, lui, il ira. Il le dit tout le temps, il dit je refuse jamais un combat, donc tu peux pas il ira. C'est une opportunité à laquelle tu dis pas. Et puis on peut considérer le truc différemment. Une fois que tu es top 5, ça y est, tu peux être ouvert à prendre tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, si tu rentres top 10, aller prendre un 2-3, c'est un peu trop tout de suite. Ouais. Tu rentres top 5, aller prendre un 1 ou 2, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Et puis tu prends un combattant qui sort tout juste du top 5, lui, donc en fait, l'entonnoir il se resserre parce que forcément, quand t'es 15, t'as beaucoup de noms devant. Tu dis, bon, allez, prendre un mec qui est fin top 10, qui est 7, 8, comme ça a été le cas contre Dariush. Il était quoi, 8, je crois, Dariush, quelque chose comme ça. Bon, c'est
C'est normal. Maintenant, quand tu te rapproches comme ça du top 5, si tu bats le 6, là, tu vas passer 5 ou 6, on va voir les évolutions. Donc, ouais, si Tsarukyan lui est proposé, moi, j'ai la certitude qu'en tout cas, il dit oui. Ouais, moi je pense Ça, j'en suis Je certain. pense qu'il le prendrait. Maintenant, voilà, T'as moins d'exposition et t'as peut-être plus de difficultés que si tu combats d'abord contre Pimblet. C'est gros risque et récompense, le bon steak, ouais. voilà, récompense sportive incroyable, parce que si tu bats un Tsarukyan, bah là, je peux t'expliquer qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah d'accord, c'est ce genre de combattant. Maintenant, Pimblet, il y a beaucoup à gagner sur le business entier. Je trouve que c'est un combat intéressant à ce niveau-là. Sur la globalité à suivre, donc en cas de victoire, et simplement sans porter l'œil ou quoi que ce soit, mais s'il y a des fêtes, est-ce que aujourd'hui qu'il est 8, qu'est-ce qu'il en adviendrait de Benoît Saint-Denis, sachant qu'il y a Raphaël Fiziev qui est juste derrière, qui combat sur cette carte contre Maro Tsirufi. S'il y a défaite de Benoît Saint-Denis, certainement qu'il ressort du top 10, ou alors il va en début de top 10. Il va en début de top 10. Bah, dans l'éventualité où ça arriverait, il y a Moïcano qui prend Ortega. Si Moïcano bat Ortega, Moïcano, il est 10. Tu as tout intérêt à revisiter. Si jamais tu es obligé de faire ça, tu vois, tant qu'à faire, autant récupérer un combat. Surtout que le combat Moïcano, il y a beaucoup de regrets de Benoît Saint-Denis dessus. Parce que il dit que le premier round, enfin, en fait, il prend tellement de dégâts au premier round, il se retrouve mieux au deuxième round. Et en fait, il est arrêté parce qu'il a pris trop de dégâts, donc le combat peut pas continuer. Mais pour lui, il était sur une pente plutôt positive qui allait l'amener vers un chemin de la victoire qu'il avait commencé à construire. Donc je pense que s'il refait ce combat, il y va avec les dents qui sont au parquet, mais même plus qu'au parquet. Quoi. Complètement, c'est pour ça. Donc je suis pas en train de te dire qu'il gagnerait quelque chose dans la défaite. Hein. Je dis juste que même en cas de défaite, il est dans une position très intéressante, BSD, de pouvoir faire des choses qui sont bien pour sa carrière et pour lui-même. Maintenant, pour remettre l'église au milieu du village, je vois BSD vainqueur. C'est pas du chauvinisme ou c'est pas de la pure envie. Alors attention, maintenant, on vous a dit, alors quand Baba dit je vois, c'est qu'il a envie, mais je pense. On va voir si les deux sont liés cette fois-ci. Non, de toute façon, j'ai évidemment envie qu'il gagne, ça c'est sûr, mais je crois qu'il a les armes pour battre un Dan Hooker. Dan Hooker, il était bien revenu sur ses 3 victoires d'affilée. Maintenant, il faut tout remettre dans le contexte. Puelles, c'est un combattant qui est en dessous du top, ça c'est clair. Gamrot, c'est une très bonne victoire. Ça, il n'y a pas à dire. Maintenant, tu bats des mecs à la décision partagée. Attention, il faut tout remettre dans le contexte. C'est pas si simple que ça. C'est un très bon combattant Hooker, mais c'est du calibre de BSD. À lui, BSD, de montrer qu'il est au-dessus de ces gars-là, qu'il est au-dessus des mecs que Hooker a battus. D'ailleurs, je pense que pour Dan Hooker, Gamrot, c'est la plus belle victoire de sa carrière. Hein, parce qu'en fait, il a quand même pas mal perdu face aux gros. Tu vois, il y a des défaites contre Makhachev, contre Chandler, contre Poirier. Mais tu vois, ses plus belles victoires, c'est Paul Felder, Alia Quinta à l'époque. Je pense pas qu'ils étaient mieux classés que Gamrot quand il a affronté Gamrot. Donc je pense. Felder, mais c'est même pas sûr. À vérifier, mais voilà. Sinon avant ça remonte un peu trop et c'est des mecs moins bien classés. Mais à mon avis, la plus belle victoire c'est contre Gamrot. Elle est assez récente, donc ça prouve qu'il est encore dans le game. Et d'ailleurs, je pense que ça ferait bien chier l'UFC que ce soit Hooker qui gagne. Hein. Parce que là, si Hooker gagne alors qu'il est 6ème, faut lui trouver une place. Là, ça les ferait bien chier. Là. Complètement. je suis pas en train de te dire. Enfin, je sais pas si ça les a fait chier que Gedji batte Pimblet, mais je suis pas sûr qu'ils se soient réjouis. Non, à mon avis, c'était pas trop les plans sur lesquels ils avaient misé peut-être, mais pas ceux qu'ils auraient espéré. En plus, t'as Poirier qui ressort du bois en disant moi je veux bien le reprendre. C'est vrai, on n'en a pas parlé dans l'épisode débrief, et j'ai oublié de le mentionner, mais ça j'aime pas ça. Non, comme les mecs qui changent de café en claquant des doigts, tu vois. C'est un peu chiant là. Et en plus ça m'étonne de Poirier, lui qui a vu Conor McGregor aller en retraite, revenir de retraite, si ça marche. Il fait la même alors qu'il est à la retraite depuis 6 mois. Et puis t'as eu ton combat de retraite chez toi en Louisiane. Lâche l'affaire. Ouais, mais c'est ça, les mecs, c'est combattants à vie, quoi. Tu vois, je crois que tu me disais aussi, il y a José Aldo qui part en Russie. Bon là, ça sent le truc vraiment oseille. Alors que Poirier, il y a un côté genre ça y est, il voit la porte entrouverte avec un peu de lumière. Il dit non, vas-y, je vais remettre le pied pour l'ouvrir parce que là, j'ai envie d'y aller. Là. Écoute, Madame Poirier, faites votre boulot et retenez-le. Joli Poirier, j'espère que tu vas faire le boulot pour le retenir. Surtout qu'il a commencé à se charger un petit peu de Singh. Ouais, clairement. Donc, au niveau du poids, il va falloir refaire quelque chose s'il veut revenir dans la catégorie des moins de 70. Je pense que l'UFC aussi a un intérêt à ce que BSD batte Hooker. Ouais, c'est clair. BSD donc contre Dan Hooker.
co-main event de cette UFC 325 qui aura lieu ce week-end. Ce sera aussi sur RMC Sport avec l'horaire qui sera le même que le week-end passé, c'est-à-dire prise d'antenne sur RMC Sport à partir de minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Les combats de la carte préliminaire à partir de 1h du matin et la carte principale autour de 3h. Et donc, comme pour l'instant, il n'y a que 5 combats sur la carte principale, le combat de Benoît Saint-Denis devrait arriver aux alentours de 5h du matin, même un petit peu avant peut-être. Mais d'ailleurs, sur Paramount, il y a eu pas mal de changements. Les pubs aux interrounds, ça on l'avait jamais eu encore. Non, ouais. Maintenant on a des publicités, il n'y a plus de pay-per-view, donc il faut bien gagner de l'argent différemment. Ouais. Apparemment, tu as mis une somme astronomique, on rappelle, pour les droits. 1,1 milliard par an pour 7 ans. Il y aura beaucoup de publicité, ça c'est clair. D'ailleurs, ça c'est un truc sur lequel nous on s'arrache un peu les cheveux quand on travaille sur les soirées UFC, parce qu'on essaye au maximum pour les téléspectateurs de masquer un peu les pubs américaines qui nous intéressent pas plus que ça. Il y a certains trucs où parfois il y a des gros panneaux noirs comme ça à l'antenne où on n'a pas le choix, on se les prend entre guillemets dans la gueule, donc on essaye de faire ça au maximum. Du coup, combler les interrounds, ça va être très dur, surtout que c'est pas forcément annoncé que les pubs arrivent. Donc, soyez sympa avec nous, avec Charles notamment, parce que c'est lui qui est aux manettes pendant les soirées de l'UFC. Franchement, c'est compliqué. Les Américains, moi c'est ce qui m'avait choqué en arrivant là-bas, la pub, boum, elle peut arriver, mais comme ça, n'importe comment. Ils sont fous de complètement. Ils sont fous là-dessus. Et en même temps, Dana White en a parlé parce qu'il a été questionné là-dessus. Il a dit mais les gars, on vous propose un package qui est beaucoup moins cher que quand c'était pay-per-view, donc il faut accepter que tout le monde soit obligé de se faire de l'argent. Et en soi, mais d'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires éventuellement si est-ce que ça vous dérange. Moi c'est vrai qu'il y a aussi un côté t'es folklore local, ça y est, tu vois les pubs, t'as des pubs pour telle ou telle marque de bière, t'as des pubs pour tel ou tel truc de steak, de machin. Ça, il y a un côté, ça y est, t'es un peu aux États-Unis, donc peut-être que ça gêne pas non plus les téléspectateurs de voir ces pubs et de se les prendre entre guillemets dans la gueule, mais bon, c'est vrai que nous on s'arrache un petit peu les cheveux à essayer de les masquer au maximum. Main event, rapidement, Baba, Alexander Volkanovski, Diego Lopez, un combat qui a déjà eu lieu, qui avait permis à Alexander Volkanovski de renouer avec la victoire et surtout avec le trône qu'il avait occupé pendant si longtemps chez moins de 66 kilos. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, on l'a dit tout à l'heure en introduction, on aurait préféré voir d'autres combats au niveau grand public, peut-être aussi dans cette volonté de commencer l'année avec des fights qui vont parler au grand public. C'était peut-être la meilleure chose à faire finalement. Diego Lopez qui parle aussi au marché mexicain, Alexander Volkanovski qui est quand même une star, même si c'est pas le plus vendeur, le nom est reconnaissable. Peut-être que pour commencer l'année, le deuxième pay-per-view qui vient très vite après le premier, c'était bien de faire des annonces avec 2 noms qui pourraient parler à un grand public. Clairement la volonté elle était là, c'est pour ça qu'il fallait des combats dont on s'assure que le public réponde présent, à la fois sur place et aussi avec les abonnements Paramount. Il fallait lancer la campagne d'abonnement, donc il fallait des noms qui soient reconnaissables, et voilà, c'est pour ça que ce choix a été fait. Diego Lopez, c'est un combattant que j'aime bien, attention, moi c'est un combattant spectaculaire, c'est un combattant fun à regarder, c'est un combattant qui propose toujours du spectacle, donc évidemment que je suis content de voir un combat de Diego Lopez, surtout contre Volkanovski, parce que c'est 2 styles qui sont un petit peu opposés et qui sont complémentaires. Maintenant, voilà, je peux pas mentir. Oui, Movsar Evloev, j'ai un peu de peine pour lui. Liron Murphy, qui a proposé un des KO de l'année en 2025 en accueillant Aaron Pico avec un coup de coude retourné, lui aussi peut avoir des regrets. Mais bon, voilà, une fois que l'annonce elle a été faite, une fois qu'on en est là où on en est, je suis très content d'avoir ce main event là. C'est un bon combat. Volkanovski, je crois que tu n'étais pas là au Fighter Club qu'on avait fait un peu dernièrement quand il y avait eu les annonces justement. Non, j'étais pas là. Donc on n'avait pas pu s'étendre vraiment dessus. Mais qu'est-ce que tu penses du retour de Volkanovski en fait dans cette catégorie? Pour moi, quand tu vois le haut du classement de cette catégorie des moins de 66, l'UFC aurait vraiment du mal à la redynamiser, en tout cas au niveau grand public justement. Je pense que Volka, il a beaucoup aidé parce que tu as dit pas mal de noms, Liron Murphy notamment, et Vloev, c'est très solide, c'est très fort, mais ça vend pas. Tu vois, ça vend pas. Volkanovski, il est venu un peu comme un sauveur pour essayer de remettre un peu de lumière sur cette catégorie au niveau grand public complètement. Je pense que l'UFC était content d'avoir un Volk qui était encore là, qui n'a pas encore pris sa retraite et qui est capable de redevenir champion. Ils avaient besoin de lui et c'est pour ça qu'il a un main event chez lui et il fallait un adversaire du calibre de Lopez en termes médiatiques pour pouvoir relancer l'intérêt de la KT, parce que oui, si tu faisais Liron Murphy contre Movsar Evloev pour la ceinture, oui, évidemment que c'était Baba le top 10, Volka champion, derrière t'as Evloev, Lopez, Rodriguez, Yair, ancien, Liron Murphy, Aljamain Sterling, Arnold Allen, Youssef Zalal, Steve Garcia, Brian Ortega et Jean Silva qui est 10 là, actuellement. Même si ça a changé là, ces derniers temps, donc j'ai pas en tête parce que depuis la victoire de Jean Silva, il a dû remonter un peu dans le classement, mais tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est le top 10 qui a le moins de lumière.
Ah oui, oui. mais de très très loin. Ah, mais Et complètement. d'ailleurs, c'est un des top 10 peut-être, même en regardant dans les années passées, tu sais, on disait à un moment les moins de 77, catégorie qui a du mal à se redynamiser. Ce top 10, il est un peu dur hein, pour vendre. C'est vrai, on va se mentir, mais c'est la faute de l'UFC. C'est eux qui n'ont pas voulu faire le job, c'est eux qui ont maintenu des gars dans des positions où ils n'auraient pas dû être maintenus. Ils n'ont pas fait l'appel d'air, ils ont créé l'appel d'air un peu tard, justement, pour avoir des jeunes talents émergents qui intègrent le classement. Ils s'en sont rendus compte, maintenant ils essayent de faire les choses pour que ça évolue. Mais voilà, je reprends toujours l'exemple de Brian Ortega. C'est pas que j'aime pas le combattant, c'est juste que le maintenir aussi longtemps dans un top 10, tout comme ils l'ont fait avec Covington, 77 kilos. Regarde, une fois qu'ils ont décidé de faire les choses à 77, aujourd'hui c'est la KT la plus excitante de l'UFC. Parce que t'as que des tueurs à gages et qui ont moins de 30 ans. Ça, c'est génial. Ils ont besoin de faire ça pour les feathers. Et ils ont besoin de faire ça pour les lightweight. Voilà, il faut lancer le renouveau. Justement, en parlant de renouveau, Volkanovski, pour toi, la victoire contre Diego Lopez, elle a vraiment lancé un renouveau? Ou alors on ne retrouvera jamais le Volka qu'on a connu à l'époque? On rappelle que sur ses 5 derniers combats, il n'a que 2 victoires. Ouais. Alors forcément, les défaites, c'est Topuria et Makhachev 2 fois. Et les victoires, c'est contre Yair et contre Diego Lopez plus récemment. Est-ce que le renouveau de Volkanovski a été marqué, marqué par cette victoire contre Diego Lopez ou pas? Je crois pas, moi, qu'on puisse parler de renouveau pour Volk. C'est juste que c'est un combattant exceptionnel qui prend de l'âge, mais qui est plus fort que les combattants de sa catégorie, tout simplement. Ouais. Il a voulu être grand. Il y a eu un ovni qui est passé. Et qui l'a mis KO. Mais voilà. Est-ce que la défaite par KO contre Makhachev a joué? Moi, je pense qu'elle a un petit peu joué, mais je crois pas que ça aurait fondamentalement changé le résultat. Je pense que à 100% les deux, Topuria peut quand même mettre KO Volk. C'est comme ça, parce que c'est ce combattant-là. Ouais. Maintenant, Volk, il a accéléré son déclin en prenant un KO contre Makhachev et en prenant un KO contre Topuria. Il a choisi d'essayer d'être grand, tu peux pas lui enlever ça en montant à 70 kilos. Oui. Mais voilà, il est proche de la retraite, il veut pas l'admettre. Il veut garder le suspense le plus possible autour. Je ne crois pas qu'il prendra sa retraite en cas de victoire là contre Lopez, mais il prendra sa retraite en 2026. Oui, moi j'en suis persuadé. Mais même si il continue à défendre sa ceinture et qu'il l'a encore, il partira un peu sur le toit du monde en disant je pars avec ma ceinture. Ouais, je pense qu'à un moment tu peux pas continuer non plus outre mesure. Il a une longue carrière athlétique. Faut pas oublier qu'il était professionnel en rugby notamment. Il a pris des dégâts, ça lui a changé un petit peu aussi la manière de voir les choses, je crois. Et puis, on va pas se mentir, la KT n'est pas ultra intéressante. Tu vas pas rester c'est ça. Pendant des années pour attendre des gars qui n'ont pas spécialement fait leur nom. Donc le risque est gros et la récompense, elle est pas ouf. Et puis en plus, il fait pas mal de vidéos YouTube, notamment sur la cuisine. Ouais. Il s'est acheté une maison énorme là, ferme, dans les hauteurs, une ferme, je sais plus combien de millions de dollars, etc. Ouais. Donc je pense que c'est vrai que le fait de ne pas être aux États-Unis aussi, peut-être que ça joue sur la facilité de pouvoir se déplacer pour les fights. C'est peut-être que tu aperçois le truc de manière un peu différente quand tu es loin aussi. C'est différent quand tu es dans le game. Même si là, il combat chez lui, mais quand tu es dans le game, tu as toujours l'impression que tu peux encore recombattre. J'en parlais avec Lucie Berthaud quand on commentait le One, c'était marrant parce qu'elle était en Thaïlande là, pendant 3 semaines, elle a voulu combattre. C'est une combattante dans l'âme, tu vois. Bah, en Lucie, fait, quand tu es comme ça, tu es comme ça. Lucie, j'ai souvent travaillé avec elle. Comme elle travaillait de l'autre côté, l'envers du décor, comme toi tu l'as fait. Hein, tu as combattu, mais maintenant tu. Mais dès qu'il y avait un truc, tu regardais. Et en plus, comme elle a commencé il y a très très longtemps et que il y a une dizaine d'années, elle a commencé à se mettre au MMA, tu vois, elle avait ce truc de se dire, en plus c'est un sport qui monte, c'est un sport où j'ai un truc à faire. Donc dès qu'elle voyait une petite brèche, elle se disait, tiens, je peux y aller. Je peux y aller. C'est des choses qui sont difficiles. Par contre, c'est parce que tu baignes encore dans le game, tu vois. Ouais. Et quand tu es aux États-Unis, les mecs comme Poirier qui combat, qui travaillent comme analyste, comme consultant, bah t'es là dans les événements, tu vois le mec, tu le regardes combat, tu dis, je peux le prendre lui. Ouais. Je peux, tu vois, je suis encore. Alors que si t'es loin, comme t'as dit, comme Volk, t'es en Australie dans ta ferme là-bas, il y a un événement par an qui vient, peut-être 2. Ouais, t'es beaucoup moins tenté. Ouais. Et vu comme il kiffe la bouffe aussi, peut-être qu'il va être tenté de prendre quelques kilos en après-carrière, de profiter un petit peu plus largement de tous les plaisirs que ça peut offrir. Il bosse aussi pour Fox, je crois que c'est Fox en Australie avec Robert Whittaker, ils ont ce truc-là hebdomadaire. La reconversion est déjà à peu près. La reconversion est déjà là. Ouais, c'est clair. Combat principal, donc Alexander Volkanovski contre Diego Lopez, co-main event Dan Hooker contre Benoît Saint-Denis. Un mot rapide, Fiziev-Rufi. Moi, c'est l'autre combat j'ai le plus envie de voir sur cette carte. Oui, sur le papier, même si Rufi, qu'on lui file Fiziev, c'est un peu présomptueux. Le combat sur le papier, il est génial. Deux kickers, il est cool. deux gros kickers qui s'affrontent, c'est-à-dire que c'est deux combattants qui envoient beaucoup les jambes, qui combattent à distance tous les deux. Ce serait une belle opposition de style, mais de striker. Ceci étant dit, et c'est un combat que j'attends vraiment, je suis content de ce combat. Stylistiquement parlant, il n'y a rien à dire. Maintenant,
Faut m'expliquer comment Rufi perd contre BSD, sort du top 15 et tu lui donnes le numéro 9, si je ne dis pas de bêtises, du classement. Make it make sense. Moi, j'y arrive pas. Voilà. Après, tant mieux qu'il ait les opportunités. Je suis pas quelqu'un qui retire le pain de la bouche de qui que ce soit. Tant mieux pour toi. Mange le plus possible, Mauricio, parce que en plus de ça, c'est un mec hyper sympa. Moi, quand les mecs, je les rencontre, notamment en Fight Week, et c'est le cas pour Rufi à Paris, bah après, t'as une certaine affection pour eux parce que c'est des mecs super cool. Ils ont été hyper sympas avec nous en plus, tu vois. Donc rien à dire. Je suis content pour lui et tant mieux pour sa team, etc. Mais oui. Quel team? Fighting Nerd. Ça existe. Non, je charrie. Je te disais en avant-émission que on en entendait tellement plus parler depuis que. Enfin, avant la com était basée que là-dessus, les lunettes, etc. Maintenant, il y a plus grand chose. Même Rogan, il prend plus les lunettes. Même Rogan, il prend. Jean Silva, il les avait l'autre jour et il n'y a plus de lunettes pour Joe Rogan. Non, mais c'était un petite charriade, mais respect au tu lui aboies dessus et tout, tu vois. Donc, il fait un peu flipper l'autre. Mais blague à part, le combat est super cool et c'est tant mieux stylistiquement parlant, il va plaire aux fans. Il y a rien à dire. Je n'essaye pas d'être pisse-froid, mais simplement s'il y a un semblant de cohérence à avoir, non, là c'est pas cohérent du tout. Pas cohérent, en tout cas on espère que le combat lui sera cohérent et que ça justifiera les décisions de l'UFC de les avoir mis face à face. D'autres combattants sur la carte, Kylian Salkild, on en parlera aussi dans les débriefs, etc., qu'on a hâte de voir à ce niveau-là et avec cette exposition-là. Des anciens, Junior Tafa, Tai Tuivasa aussi sur la carte. Donc forcément, une carte faite pour le local, pour plaire à l'Australie, puisque ce sera à Sydney. Et en France, ce sera sur RMC Sport, on vous le rappelle, avec le combat de Benoît Saint-Denis qui sera dans la nuit samedi à dimanche, aux alentours de 5h du matin. Merci Baba. Merci Charles, merci à vous tous. Merci à vous tous, on se retrouve très vite pour le RMC Fighter Club. Merci à Kylian Verov et à Kevin Pogam qui ont été en régie pour cette émission. À très très vite dans le RMC Fighter Club. Salut. RMC Fighters Club.